Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce débat. Alors ce soir, après la visite de 2 jours du Conseil de sécurité de l'ONU au Mali, à quoi les Maliens peuvent s'attendre? C'est le sujet que nous allons aborder dans le grand dialogue de ce soir. Nous avons 4 invités. Il s'agit de M. Serge Daniel, journaliste écrivain, le professeur Abdoulaye Niang qui est le directeur du centre Séné, et également nous avons M. Firoun Maïga qui est membre de la plateforme, et au téléphone nous aurons Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, membre de la CEMA. Je rappelle que nos tentatives pour avoir un représentant du gouvernement sont restées vaines. Mohamedou Touré pour la présentation, à la mise en onde, Seydou Simbo. Le grand dialogue. Alors, ce week-end, le Conseil de sécurité de l'ONU a effectué une visite de 48 heures au Mali. La mission onusienne s'est rendue dans 3 villes, Bamako, Mopti et Tombouctou. Pendant leur séjour dans le pays, les membres du Conseil de sécurité ont annoncé l'arrivée d'une mission d'évaluation du Conseil de sécurité dans les prochains jours ici au Mali. Cette visite de 2 jours avait pour but, selon le représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies, de permettre au Conseil de sécurité d'avoir des éléments d'appréciation sur le mandat de l'aménagement, mais aussi de faire le point sur le processus de paix en cours dans le pays. Ainsi, nous allons commencer cette émission avec cette première question qu'on va adresser à monsieur le professeur Niang. Alors, la visite du Conseil de sécurité s'inscrit dans quel contexte, monsieur Niang? C'est le suivi. Ils ont été appelés en 2013 à venir et qu'il y a eu la résolution 2013 qui a été adoptée pour l'établissement d'une mission. Et c'est prévu de faire le suivi régulièrement et de faire des évaluations. Et surtout que le mandat, il est annuel. Donc c'est tout à fait normal. Ça, c'est la deuxième visite du Conseil de sécurité. Ils sont venus voir leurs hommes sur le terrain. Ils sont venus s'entretenir avec les différentes parties. Ils sont venus voir si le mandat qu'ils sont en train de mettre en œuvre est conforme aussi aux besoins de la population du Mali. Pas des autorités politiques seulement, et des parties prenantes à la guerre. Alors, M. Serge Daniel, vous êtes journaliste écrivain. Cette visite intervient dans quel contexte? Alors, il y a quand même un contexte, il y a quelque chose de simple à observer. La visite est arrivée, la délégation est arrivée, elle s'est rendue à Bamako, enfin elle a atterri à Bamako, elle est partie à Mopti, elle est partie ensuite à Tombouctou, mais elle n'a pas pu se rendre à Gao, surtout à Kidal. Ça veut dire que depuis que le Mali tutoie, ou depuis que le Mali fait affaire, si vous permettez l'expression, avec le Conseil de sécurité, avec les casques bleus, que la situation n'est pas tout à fait résolue. On a stoppé les djihadistes, c'est ce que j'ai toujours dit. Mais on n'est pas allé les chercher à la fourchette, à l'escargot. Excusez-moi, j'aime bien manger les escargots. Et il y a une fourchette spéciale pour manger les escargots. Il faut que le contact soit violent. Est-ce que vous voyez? Mais on n'est pas allé les chercher à la fourchette, à l'escargot. À partir de ce moment-là, ils se sont à un moment repliés. Et après, ils se sont métastasés. Il y a eu 2 erreurs dans cette opération des Nations Unies. Vous avez eu le dispositif Serval, qui est arrivé pour stopper l'avancée des rebelles, des islamistes, des voyous. Mais de l'autre côté, vous n'avez pas eu la transition qu'il fallait entre Serval et les forces de l'ONU pour être restées aussi offensives. Parce que Serval est devenu, j'en aurais terminé, Serval est devenu Barkhane, qui s'occupe de tout le Sahel et non plus le Mali. Donc, il y a toujours sur le terrain 3 forces. Vous avez les forces qui sont dans le processus de paix. Nous avons des invités, on va les entendre, les écouter tout à l'heure. Vous avez des islamistes. De l'autre côté, vous avez les populations qui sont otages, à mon avis, de la situation. Donc, c'est ce constat. Ils ont constaté que la sécurité n'est pas totalement revenue sur le territoire national, mais que même s'il y a une volonté de part et d'autre, on en parlera dans les détails, d'une volonté de part et d'autre d'aller en profondeur dans l'application de l'accord de paix d'Alger. Alors, monsieur Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, membre de la CEMA, vous êtes avec nous au téléphone? Oui, tout à fait. Alors, vous avez même été rencontré par le Conseil de sécurité. Selon vous, quel est l'objectif de cette visite? Tout d'abord, et salutations à tous et à tous qui nous écoutent. Je pense que ce que nous avons compris et qui nous a été dit, et effectivement, la visite du Conseil s'inscrit dans le cadre d'une évaluation à mi-parcours du mandat de l'aménagement.
Et à cette occasion, c'était aussi de rencontrer l'ensemble des acteurs des processus pour les écouter sur les mandats de l'aménagement et sur le processus de mise en œuvre de l'accord. Et ce qu'il faut noter tout à l'heure, effectivement, les Nations Unies étaient là en 2013, mais il faut considérer que le contexte est totalement différent. Ils sont arrivés il y a 2 ans dans un contexte de guerre où les gens s'affrontaient et maintenant ils sont arrivés dans un contexte où nous sommes quand même dans un accord de paix. Donc on est en train de chercher à mettre en œuvre l'accord de paix. Donc ça a été l'occasion pour constater les avancées mais aussi pour voir les niveaux de blocage. Je crois que c'est dans ce cadre que la mission est arrivée et ce que nous retenons c'est que pratiquement l'appel a été le même pour toutes les parties. C'était de faire en sorte que le processus s'accélère, la mise en œuvre, même si l'accent a été mis carrément toutes les fois que chacun est intervenu sur le fait qu'il y a une menace quand même, la question du terrorisme. Qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble? Quels sont les efforts qu'on peut conjuguer ensemble pour faire face à cette menace? Bon, tout ça, c'est un des questions que le Conseil voulait partager avec les parties à l'accord. Oui. Alors, Monsieur Niang, vous êtes le directeur du Centre CNM, mais vous avez aussi travaillé dans le système des Nations Unies. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du Conseil de sécurité et quel est son rôle dans le processus de paix au Mali? Le Conseil de sécurité, comme de l'autre côté, il y a le Conseil économique et social dans la partie économique, basé sur le chapitre 7 et 9 en particulier pour la coopération internationale économique et sociale. Ici, le chapitre 7 guide le travail du Conseil de sécurité. Donc, en situation de menace, il y a une action qui est prévue, des actions qui sont prévues, comme le cas de la mission. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la charte date de 1945. Donc, il y a plus de 110 ans. Et l'environnement dans lequel nous nous trouvons au Mali est un environnement asymétrique. Et donc, la mission n'est pas équipée, n'est pas faite pour pouvoir travailler dans un environnement asymétrique s'il n'y a pas un amendement de la charte. Donc, c'est pour cette raison que, c'est vrai, on a fait de l'amalgame. Il y avait un problème de conflit entre des frères, des ressortissants de même communauté, et on a pensé que la réconciliation, c'était entre le Sud et le Nord, qui était faux. Donc, l'accord d'Alger a été basé sur une analyse de la situation qui était fausse, qui n'était pas basée sur les causes profondes et les relations sous-jacentes. Oui, bon. Mais quel doit être le rôle du Conseil de sécurité dans le processus? La demande, si c'est pour répondre à la demande du Mali pour la paix, les 3 acteurs que Serge a mentionné tout de suite là, qui sont à la base de la déstabilisation du Mali, ce sont les narcotrafiquants, ce sont les terroristes et ce sont les djihadistes. Et si le mandat 22-27, quand ça a été renouvelé en 2015, dit qu'il ne s'occupe pas de ces 3 éléments, mais ce n'est plus important pour nous. Oui. Donc finalement, ils sont partis dans un objectif secondaire qui est la stabilisation entre le reste du Mali et l'Azawad. Et ce n'était pas ça la demande de la population. Okay. Alors, M. Serge Daniel, vous, selon vous, quel est le rôle du Conseil de sécurité dans le processus de paix au Mali? Il est capital. Vous savez qu'il y a 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Mais ensuite, chaque année, vous avez une élection au sein du Conseil de sécurité. Donc, quand le Conseil de sécurité se déplace pour aller, les 15 pays membres du Conseil de sécurité se déplacent pour aller dans un pays, c'est important. Ça veut dire qu'ils vont écouter. Ils vont prendre note, ils ont rencontré toutes les parties. Vous avez entendu tout à l'heure le représentant de la plateforme le dire. Ça a été très important dans le message qui a été transmis aux responsables onusiens qui étaient là. Ensuite, eux, ils repartent. Et ils repartent puisque le mandat est annuel. Ils vont faire un point. Et quand ils vont faire le point, leur voix est ce qu'on appelle une voix autorisée. Et je pense, parce que j'ai interviewé M. Delattre, qui est un diplomate français représentant de la France auprès du Conseil aux Nations Unies, mais qui en même temps, et comme vous le savez, c'est une initiative franco-sénégalaise qui fait que la délégation vient cette fois-ci. Ils sont conscients, à mon avis, des réalités. La première réalité, et j'en suis persuadé, je l'ai dit moi, il y a 3 mois, il y a 4 mois déjà, j'étais persuadé qu'à un moment, les différents groupes armés allaient se revoir. Bon, le professeur l'a dit tout à l'heure, il y a une dimension communautaire de la crise. Ce n'est pas une affaire seulement du Nord contre le Sud. Ça a été, si vous voulez, caricatural à un moment de dire, bon voilà, c'est une affaire du Nord contre le Sud. Non, il y a des gens qui ont des problèmes
des problèmes entre eux, il y a des problèmes de vie, des problèmes de vivre ensemble, si vous voulez. C'est pour ça, par exemple, on ne va pas reparler de ça, quand j'entends dire un ancien Premier ministre « Je suis allé à Kidal parce qu'il Kidal fait partie du Mali ». Oui, Kidal fait partie du Mali. Mais lorsqu'il dit « Je suis allé à Kidal pour voir comment les autorités représentants de l'État travaillent », je dis « C'est grave, il va à Kidal d'abord pour voir les populations kidaloises. S'il ne peut pas voir les habitants de Kidal, il n'a rien à faire à Kidal. » Bref, ça c'est une part. Donc, c'est très important, si vous voulez, cette visite, le rôle du Conseil de sécurité. Ils vont repartir, et puis les choses sont quand même en train de bouger. Vous avez aujourd'hui, par exemple, le président, le patron de la force Barkhane à Bamako. Or, vous avez vu que le nouveau représentant de la MINUSMA était récemment chez lui, à N'Djamena. Donc, ils ont dû parler. Donc, il y a peut-être des choses qui vont forcément bouger sur le mandat. On en reparlera tout à l'heure. Donc, à mon avis, c'était une visite quand même importante. J'espère, à chaque fois, on dit que ça va être un nouveau départ. On va voir ce que ça va donner. Mais il y a de la part, que ce soit de la plateforme, quand vous discutez avec eux, de ceux qu'on appelait les rebelles, qui vont devenir, j'espère, bientôt des ex-rebelles, il y a cette volonté de dire, nous sommes quand même fatigués. Allons à la paix, nous avons des réfugiés qui sont dehors, nous avons des parents qui sont déplacés sur le sol malien, il faut qu'on fasse quelque chose pour aller un peu plus vite. Alors nous reviendrons sur ce sujet qui est la volonté des différents acteurs. Alors M. Mohamed Ousmane Agmohamedoun, membre de la CMA, entre le retard dans la mise en œuvre de l'accord et les attaques contre les casques bleus, selon vous, qu'est-ce qui a motivé cette visite du Conseil de sécurité? Moi je pense que on a dit que c'est une question d'évaluation du mandat de la MINUSMA, mais c'est aussi les deux qui ont motivé. Il y a aussi la menace terroriste, les attaques, mais il y a aussi l'accord. L'accord, tout le monde a dit qu'il y a de la lenteur. Ça fait quand même 9 mois, il y a des points sur lesquels nous n'avons pas avancé. Cela a suscité justement l'intérêt du Conseil à venir voir des visites, qu'est-ce qui se passe réellement. Et je crois qu'ils ont constaté qu'il y a contrairement à ce qu'on s'est dit, il y a véritablement des avancées. Et la volonté des partis, comme disait quand on parlait Serge, la volonté des partis, je crois qu'elle a été réaffirmée. Elle a été réaffirmée et peut-être qu'il y a la confiance qu'il faut continuer à construire. On reviendra sur ce sujet, mais concernant la motivation de cette visite, pensez-vous que c'est l'attaque contre les casques bleus ou la mise en œuvre de l'accord? Ça n'est un élément. Je pense que c'est les deux. C'est les deux qui ont motivé la visite. C'est aussi la mise en œuvre de l'accord qui est l'attaque contre la MINUSMA et contre les autres partis, parce que ce n'est pas seulement la MINUSMA qui est attaquée par les terroristes. Les FAMA sont attaqués, les mouvements sont attaqués, et les populations sont victimes. C'est tout ça, je pense. Ok. Alors, M. Niang, êtes-vous d'accord avec M. Mohamed Ousmane Agmohamedoun quand il dit que ce sont les deux choses qui ont motivé cette visite, c'est-à-dire le retard dans la mise en œuvre de l'accord et les attaques contre les casques bleus? Les attaques contre les casques bleus jouent un rôle très important. À partir du moment où le commandement même de la MINUSMA aurait dit que le mandat n'est pas approprié dans cet environnement asymétrique, et que c'est la mission la plus périlleuse qui avait beaucoup plus de morts que n'importe quelle autre mission. Aujourd'hui, les parents des soldats morts, des casques bleus morts, dans une situation où le mandat n'est pas approprié, peut avoir des conséquences judiciaires. En réalité, ils peuvent les poursuivre pour avoir mis des personnes en danger. Parce qu'ils n'ont pas le droit de se défendre, sauf de se défendre en cas d'attaque. Mais ils n'ont pas le droit d'engager des combats, même s'ils ont dit que le président de la République du Mali demande que la mission soit plus robuste, mais ils disent non. Donc, il y a le fait que le président du Mali et le Mali demandent constamment une révision du mandat. Il fallait qu'ils viennent pour voir si effectivement ils peuvent justifier ou pas. C'est pourquoi une autre mission d'évaluation va venir. Et c'est pour cette raison que juillet 2016 va être important, parce que cette mission va prendre en compte la demande des citoyens. Parce que personne ne veut d'une mission de la MINUSMA qui n'est pas capable de nous débarrasser des causes de menaces terroristes ou contre la paix. Okay. Alors nous allons observer notre première pause et nous nous retrouvons tout de suite dans le studio. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Mesdames et messieurs, vous écoutez Studio Tamani. Le débat de ce soir porte sur la visite de 2 jours du Conseil de sécurité de l'ONU au Mali, à quoi les Maliens peuvent s'attendre. Nous sommes avec monsieur Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la CMA au téléphone, Serge Daniel, journaliste écrivain dans ce studio, et aussi le professeur Abdoulaye Niang, directeur du centre Séné. Monsieur Firoun Maïga devrait nous rejoindre dans ce studio dans quelques instants. Alors, monsieur Niang, vous parliez tout de suite du mandat de la MINUSMA, et le Premier ministre a aussi demandé lors de cette visite du Conseil de sécurité le renforcement du mandat de la MINUSMA. Est-ce cela la priorité de la mission onusienne au Mali aujourd'hui? Non, ils vont écouter la demande du gouvernement du Mali. Mais ils ne peuvent rien faire pour le changer si ce n'est pas au mois de juillet prochain, si ce n'est pas le mandat prochain. Je ne pense pas. Il reste 3 ou 4 mois et cela n'est pas possible. Maintenant, est-ce que la MINUSMA même ne doit pas revoir son dispositif pour éviter qu'il y ait autant de morts parmi les casse-bleus? Ça, c'est notre responsabilité qui est purement interne en ce moment. C'est-à-dire, même si le Mali ne demandait pas que ça soit robuste, il doit faire tout pour ne pas voir les Guinéens mourir, pour ne pas voir les Tchadiens mourir, pour ne pas voir les Sénégalais mourir, pour ne pas voir les Burkinabés mourir. Et c'est dommage de le dire, mais rarement vous parlez des Burkinabés, des Tchadiens, vous parlez des casques bleus. Absolument. Et tu verras d'autres nationalités non africaines mourir par les attaques. Ça aussi, c'est très important aussi. Okay. Alors, monsieur Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, pensez-vous que le renforcement du mandat de la MINUSMA est la priorité de la mission onusienne au Mali? Bon, je pense que si l'évaluation ressort carrément la MINUSMA a des difficultés pour créer toutes les meilleures conditions pour faire face à cette menace, pour arrêter ces morts, si cela est vraiment avéré, je ne pense pas qu'il y ait un problème à ce que ce mandat soit renforcé. Mais tout dépendra de... Maintenant, si la mission constate peut-être que la MINUSMA a un mandat suffisant pour faire face à ceci, et que peut-être que dans le dispositif, il y a des défaillances, là aussi, il faut le corriger dans les aspects techniques. Mais en quoi consiste le renforcement du mandat de la MINUSMA? Bon, d'abord, s'il y a un renforcement, il faut d'abord renforcer les aspects politiques. Il faut d'abord qu'au niveau politique, que le mandat soit vraiment renforcé, et en plus, les aspects de logistique, de sécurité. Parce que c'est des ressources quand même, il faut du matériel, il faut des moyens. Est-ce que tout ce qu'on a annoncé pour la MINUSMA, en termes de contingent, en termes de moyens et de ressources, est-ce que tous les contribuables ont mis la main à la poche pour mettre à disposition cela? Ça aussi, ça reste à évaluer. Donc, il faut voir où est-ce qu'il y a des problèmes. Est-ce que c'est à un niveau de mandat politique? Est-ce que c'est le mandat politique qui n'est pas suffisamment costaud? Ou bien c'est la question des contributeurs qu'il faut voir? Alors, Serge Daniel, selon vous, en quoi consiste le renforcement du mandat de la MINUSMA? Les deux précédents amis qui ont parlé ont dit l'essentiel. Vous avez vu le style du nouveau, moi je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des a priori favorables sur le nouveau patron de la MINUSMA. Parce qu'il vient d'un pays qui est un pays ami du Mali, il vient d'un pays qui a joué un rôle important, qui continue à jouer un rôle important. Il a fait un constat, c'est clair. Vous avez vu, lorsqu'il est arrivé, rapidement, il a fait une visite, il a mené une visite au Burkina, il est allé au Tchad. Ce sont les deux pays les contributeurs qui ont des troupes au Mali. Donc forcément, d'après ce qu'on a appris, il est allé demander que les gens reviennent, qu'on envoie davantage de troupes. Vous avez 11 000 casques bleus des Nations Unies aujourd'hui, mais le mandat va être changé difficilement, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un mandat chapitre 7. Il n'y a pas de mandat plus robuste actuellement au sein du dispositif des Nations Unies. Il faut le savoir. Ce qui va changer, et je crois qu'il s'appelle Ousmane, c'est ça? Et Ousmane, il s'appelle... Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun. Mohamed Ousmane l'a dit tout à l'heure, parce que lui, il était un peu dans le secret des dieux. Ce qui va changer essentiellement, à mon avis, deux choses vont changer. C'est la formation des troupes. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les troupes ne sont pas totalement formées pour ça. Le professeur l'a dit tout à l'heure, pourquoi ce sont seulement les Africains, essentiellement les Africains qui sont tués dans des attaques. Il y a un problème de formation, mais s'il y a un problème de formation, vous avez également un problème d'équipement. C'est-à-dire que vous n'avez pas, si par exemple, vous savez qu'au-dessus de Kidal, on nous avait dit qu'il y avait un ballon qui observait tout et qu'une fourmi, une mouche ne pouvait pas rentrer à Kidal sans qu'on ne le sache, mais ça n'a pas empêché les gens d'opérer un attentat complexe sur le dispositif de la mission. Donc il y a un problème d'équipement, si vous voulez. Et ce que M. Anadif, le représentant de l'ONU, dit ici aujourd'hui, et que j'approuve, c'est qu'il dit « Arrêtez de me dire que je n'ai pas un mandat pour lutter contre les terroristes. » Mais attendez, on est autour de ce plateau. Vous croyez que si quelqu'un rentre ici actuellement avec une arme, soit on se cache, soit on se défend. Mais on ne va pas dire « Non, je n'ai pas le mandat de l'attaquer ou de riposter. » Ce n'est pas possible. Un militaire est fait pour faire la guerre. Donc je pense qu'ils ont discuté.
discuté de tout cela. Et j'espère vraiment que ça va changer. Oui, le Mali demande, on aurait terminé, le Mali demande le renforcement du mandat, mais il faut que le Mali également renforce son dispositif militaire sur le terrain, parce que si nous avions les moyens de défendre notre pays, nous n'aurions pas fait appel à d'autres troupes. Oui, mais en parlant du renforcement du mandat, il ne s'agit pas de la défense, je crois qu'il s'agit de chercher, de les traquer et de les attaquer eux-mêmes. C'est la défense. Si vous voulez... Oui, mais tout de suite, vous parlez d'attendre qu'ils viennent pour se défendre d'abord. Non, on n'a pas besoin de cela, ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le mandat que nous avons aujourd'hui, c'est un mandat qui dit, bon, nous sommes là pour faire de la stabilisation, nous sommes là pour protéger les populations. Mais si vous êtes là pour protéger les populations et qu'il y avait des terroristes dans des localités, vous êtes obligé d'aller les chercher. Mais pourquoi on ne va pas les chercher? On ne va pas les chercher parce qu'on n'a pas tous les moyens, l'équipement nécessaire aussi pour aller les chercher. Je ne sais pas si vous voyez combien d'avions il y a. Vous avez quelques avions Apache, mais qui ne sont... mais est-ce qu'il ne faut pas aller à l'offensive? Mais il faut aller à l'offensive, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut être équipé. Si vous voulez aller à l'offensive, il faut être équipé. Si vous n'êtes pas équipé, vous ne pouvez pas aller à l'offensive. Si vous n'êtes pas renseigné, vous ne pouvez pas aller à l'offensive. Il faut aller à l'offensive, moi je pense. Et je fais partie de ceux qui approuvent totalement cela. Mais il faut l'équipement pour pouvoir aller à l'offensive. Donc vous pensez que la MINUSMA a aujourd'hui plus besoin d'une formation et de l'équipement que du renforcement du mandat? Si vous voyez ceux qui sont sur le terrain, ce ne sont pas des enfants de cœur. S'ils ont l'équipement qu'il faut, d'abord ça va dissuader les islamistes parce qu'ils s'informent. Et s'ils ont l'équipement qu'il faut, il faut aller ensuite les chercher à la fourchette à l'escargot, parce que je disais tout à l'heure que Barkhane, Serval est devenu Barkhane, et que Barkhane s'occupe de la lutte contre le terrorisme dans tout le Sahel, et non plus au Mali, si vous voulez. Barkhane est demain au Niger, et puis ça coûte quand même cher. Il faut, à mon avis, dans le onusien, une force spéciale chargée de traquer les terroristes, chargée de traquer les islamistes, chargée de traquer les trafiquants de drogue. Et cette force manque effectivement au sein de la MINUSMA. C'est pour ça que je pense, que je t'en aurais terminé, s'ils sont équipés, on peut mobiliser cette force d'élite sous mandat, bien sûr, onusien, pour aller traquer les terroristes. Et pour les traquer, c'est simple. C'est comme si vous dites, de Kidal à la frontière, nous allons assurer la sécurité. Alors, M. Niang, le Conseil de sécurité, lors de sa visite, comme Serge Daniel vient de le dire, a parlé aussi que le mandat de la MINUSMA, le renforcement le mandat de la MINUSMA est déjà robuste, qu'il fallait plus s'intéresser à la formation et à l'équipement. Pensez-vous que cela est évident? Il y a un problème sérieux avec le mandat. En fait, la résolution 22-27 sous-traite la sécurité à la France. C'est ça la vérité aussi. Toutes les nations, beaucoup de nations sont représentées sur le champ de théâtre. Seule la France utilise ses ressources pour traquer les djihadistes. Avec Barkhane, avant c'était l'opération. Qu'est-ce que les Américains font là-bas? Qu'est-ce que les Chinois font là-bas? Qu'est-ce que les Allemands font là-bas? Qu'est-ce que tous les autres font là-bas? Ce n'est pas une question d'équipement. C'est une question que la prééminence de la France sur le Mali et la responsabilité donnée à la France, la sous-traitance donnée à la France pour la sécurité. C'est ce qu'il faut changer. C'est pourquoi nous disons qu'on a besoin d'une nouvelle conférence des Nations Unies qui va amender le chapitre 7 et le chapitre 9. Et le chapitre 7, ça peut être amendé selon une loi qui existe au Mali ici, et la loi 04051 portant organisation générale de la défense nationale, qui a un article 7 aussi, qui est en cas de menace et prévoit l'action, et l'action est plus robuste. Et nous, on a proposé au niveau du Centre Sénin d'avoir plutôt une co-entreprise sécuritaire pour l'Afrique qui va mettre ensemble toutes les missions qui existent en Afrique, et il y aura une base à Thessalite, mais c'est des forces combattantes. Et en ce moment, il y aura des branches en Djamena, à Djibouti, et ainsi de suite. Et comme ça, il n'est pas question de discuter si les zones n'ont pas le mandat. Ils seront venus maintenant pour mener la guerre contre les djihadistes, les narcotrafiquants et les terroristes. Mais aujourd'hui, la mission qu'il a, elle n'est pas claire. Et on dirait qu'elle est là pour s'interposer entre un État hypothétique qui s'appelle Azawad qui va venir et le reste du Mali. C'est beaucoup plus ça que de se battre. C'est ça. Voulez-vous dire que la MINUSMA n'est pas là pour promouvoir la paix, l'unité du pays? Mais la paix entre les frères, c'est en train de avec l'accord d'Annéfis qui a pris le devant sur l'accord d'Alger. Oui, c'est le cas. Mais Messeni vient d'être attaqué. Ils sont pas là-bas. Ça, c'est dans le sud du Mali. Dans le Delta central, il y a toujours des attaques et tout. Non, la MINUSMA a un mandat qui est flou. Et aussi longtemps qu'on ne détermine pas les relations avec la France,
nous serons toujours dans le four. Berger, êtes-vous d'accord avec Non, mais je voulais dire, oui, je ne peux qu'être d'accord avec lui. Sinon, donc vous pensez aussi que le mandat de la MINUSMA est... Je voulais le titiller un peu pour dire que c'est quand même le Mali qui a demandé l'intervention chapitre 7. Oui, absolument. Et le Mali qui a demandé cela. Moi, mon sentiment, et je le pense sincèrement, lorsque vous voyez les Guinéens, moi j'ai été voir des Guinéens qui sont revenus, qui ont été évacués, blessés après la dernière attaque du camp. Ils m'ont dit, Serge, le véritable problème, c'est que nous n'avons pas les moyens de nous défendre. Les Guinéens, les casques bleus. Les casques bleus, je veux dire. Je suis persuadé d'une chose. Ce ne sont pas des... Si vous voyez les soldats burkinabés, si vous voyez les Tchadiens qui sont au front, mais vous parliez tout à l'heure, bientôt 600 militaires allemands vont venir ici grossir les rangs de la MINUSMA. Ils ne vont pas aller au front. Mais parce que oui, mais c'est chaque pays qui dit, moi je viens à telle condition. Et vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Mais les Guinéens, par exemple, qui étaient au fond, ils étaient au charbon. Ce qu'ils disent, par exemple, c'est d'ici au Wallahi, on avait au moins un hélicoptère. Nous, un hélicoptère, si on avait des gens pour nous protéger, on aurait pu voir ce qui arrive. C'est pour ça que je dis que pour le moment, on ne peut pas changer de mandat. Disons les choses clairement. On va reparler tout à l'heure parce que j'ai vu dans le Caneva que tout à l'heure, on va parler du bilan de cette visite. Vous ne pouvez pas changer le mandat comme ça. Ce serait difficile. C'est le mandat, quand vous avez discuté avec les diplomates onusiens, ils vous disent que c'est le mandat le plus robuste qu'on puisse avoir pour le moment. Ils le disent, c'est un mandat musclé qu'on peut avoir. Mais le dispositif, ce que je trouve, c'est que l'opération de la MINUSMA au Mali, c'est une opération qui est sous-équipée militairement. Parce que pourquoi, par exemple, les gens ont peur des Français ? Du dispositif français de l'opération Barkhane. Vous savez, quand vous êtes un terroriste et que vous êtes assis quelque part vers Thessalite et que vous voyez un avion, vous dites attention, je suis obligé de faire attention. Ça a un côté dissuasif, je veux dire. Je suis d'accord avec le professeur. On est sous-équipé. Il faut que le mandat soit plus offensif, c'est sûr, mais pour le moment, juridiquement, les Nations Unies ne pourront pas. Mais vous estimez que le mandat est suffisamment clair? Le mandat est suffisamment clair. Je ne dis pas qu'il est robuste, je dis qu'il est clair. Par rapport au chapitre 7. Attention. Oui. Alors, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, vous, en tant qu'acteur de ce processus de paix, quelle est votre position par rapport au renforcement de ce mandat? Moi, je pense que je rejoins totalement le point de vue de Serge Daniel sur cette question. C'est pourquoi j'avais dit, l'évaluation va nous dire exactement qu'est-ce qu'il faut améliorer. Est-ce le mandat? Est-ce les questions des ressources, les engagements des contributeurs? C'est là que je voulais en venir. Je crois qu'il faut voir la question de l'équipement. La question de l'équipement, du renforcement des capacités des hommes sur le terrain, et du renseignement, c'est tout ça qu'il faut voir et comment renforcer. Mais pour ce qui concerne vraiment, à mon avis, les mandats, je pense que, peut-être qu'il serait exagéré de dire qu'il est robuste, mais je pense qu'il peut répondre. Il répond aux attentes du moment, à mon avis. Alors, M. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, les représentants des 15 pays des membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont constaté aussi que durant cette visite, une volonté réelle de faire la paix, ils ont constaté cela envers toutes les parties. Est-ce que vous confirmez? Affirmatif que je confirme. Tout le monde est engagé aujourd'hui vers la paix. Tout le monde est engagé aujourd'hui à faire de la mise en œuvre de l'accord une priorité. Alors, vous avez été rencontré par le Conseil de sécurité. Vous pouvez nous parler des conclusions? Moi, je pense que les conclusions, ce qu'on peut retenir, c'est que le Conseil de sécurité a réitéré, comme nous autres, son engagement à accompagner le gouvernement du Mali, à accompagner l'ensemble des partis pour créer les meilleures conditions de la mise en œuvre de l'accord. Surtout, il a lancé un appel pressant pour que tout le monde aujourd'hui se donne la main pour faire face à la menace qui est la menace terroriste et créer les meilleures conditions à la mise en œuvre de l'accord et à la sécurité. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir et c'est, à mon avis, encourageant. Et réitérer toute la disponibilité. Nous avons évoqué avec elle la question des ressources parce que la paix, elle a un coût. L'accord, il doit être supporté par des partenaires. Des fonds ont été annoncés à l'OCDE, on a évoqué la question. Mais cet argent, on l'attend toujours. Il faut qu'il soit mobilisé quand même pour qu'on commence à mettre en œuvre l'accord. Alors nous allons observer notre seconde pause et revenir tout de suite dans le studio. Une réaction, Un avis? Un commentaire? Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Nous parlons toujours de la visite du Conseil de sécurité de l'ONU au Mali qui s'est tenue ce week-end. Je rappelle que les membres de ce Conseil de sécurité ont visité Bamako, Mopti et Tombouctou et ils ont aussi rencontré les groupes armés, le président Ibrahim Boubacar Keïta et d'autres membres du gouvernement. Alors Serge Daniel, est-ce que vous pouvez nous parler des conclusions de cette visite et de ces différentes rencontres? Alors tout à l'heure, Ousmane, c'est bien Ousmane, parce que je confonds. Mohamed Ousmane. C'est Mohamed Ousmane, voilà. Il le disait tout à l'heure, il a parlé de la formation, de l'équipement, mais Mohamed Ousmane a oublié de parler de quelque chose. Et ça, c'est fondamental, ça rejoint ce que disait tout à l'heure le professeur. Les membres du Conseil de sécurité approuvent le forum de Kidal. Ça, c'est quand même important. Le forum qui doit se tenir du 27 au 30, normalement. C'est quand même important. C'est-à-dire que c'est pour la première fois que la communauté de Mali avait légalisé cela, mais c'est pour la première fois que la communauté internationale légalise les discussions d'Anefis. Comme pour dire que l'accord d'Alger n'est pas forcément l'accord qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut partir d'Alger pour revenir à Bamako. C'est-à-dire que les groupes armés, comme à l'époque les gens disaient oui, il y a des Touaregs loyalistes, des Touaregs rebelles, ça me faisait rigoler à l'époque. Je disais mais vous n'avez rien compris, la donne est communautaire, les gens se battent pour leur patelin, leur village. Et si ils rencontrent le gouvernement dans leur sillage à un moment, ils vont être des compagnons, après ils vont repartir. Vous avez vu au sein de la SEMA et de la plateforme ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont de la SEMA le matin, le lendemain ils vont à la plateforme, etc. Il faut compter avec cette donne communautaire. Donc la communauté internationale, et ça me semble important, a validé les discussions d'Anefis en disant peut-être que nous, autres communautés internationales, il nous a manqué quelque chose pour régler la crise malienne, c'est la dimension culturelle de toutes les crises qu'on peut vivre. Est-ce que vous voyez? Quand vous voyez chez les Touaregs, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on dit oui, c'est quelqu'un d'enturbané qui a fait le coup. Et tout de suite on dit c'est un Touareg ou un Arabe. Non, vous voyez le Touareg de Ménaka, il ne porte pas son turban de la même manière que le Touareg de Kidal. Le Touareg de Kidal ne porte pas le turban de la même manière que le Touareg de chose. Mais pourtant, ils sont tous Touaregs. Donc, ça a été la validation, et ça c'est très important pour moi, de la communauté internationale, des accords, des discussions d'Anefis. En disant, mais finalement, nous sommes là pour les aider. Ceux qui vont faire la paix, d'abord, ce sont les Maliens. Et je crois que la SEMA, je crois que la plateforme ont montré ensemble qu'ils pouvaient faire des choses, ils pouvaient lutter pour que la paix revienne dans leur pays. En plus de cette validation des accords d'Anefis et aussi le soutien que les membres du Conseil de sécurité montrent au forum de Kidal, ils demandent aussi aux acteurs d'accélérer le processus de mise en œuvre de l'accord. Est-ce que cette demande va changer quelque chose dans le processus de paix? Ça peut changer quelque chose s'il y a cette volonté. Vous allez voir ce qui va se passer par exemple à Kidal. Mais le Mohamed Ousmane Agmohamedoun vient de le dire que tous les acteurs aujourd'hui, on peut parler d'une réelle volonté de tous les acteurs d'avancer. Ils peuvent avancer, ils sont tous prêts à avancer, ça se le sent. Mais dans les actes, il faut aussi que ça se manifeste. Ce qui nous manque aussi, et vous m'avez coupé parce que je voulais en parler, on n'a pas un chronogramme de l'application de l'accord. C'est-à-dire, on a un chronogramme qu'on n'a pas respecté. Il y a 9 mois, des choses ont été faites. Pendant 9 mois, on n'a pas eu un coup de feu. Ça, c'est quand même énorme, ça. Ce n'est pas rien, ça, si vous voulez. C'est quand même quelque chose d'énorme. On a vu, par exemple, ce qui s'est passé. À un moment, moi, quand j'ai vu les événements de Anefis venir, j'ai dit, attention, ça sont des négociations directes entre Maliens. Vous avez vu ce qui s'est passé, c'était impensable. Le Conseil de sécurité des Nations Unies ne pouvait pas prendre cette décision de faire venir dans la ville de Kidal des troupes supposées pro-gouvernementales. C'est pour ça que je disais à l'époque, quand on disait, ce sont des milices du gouvernement, je disais, attention, ce ne sont pas que des milices du gouvernement. Le Gatia travaille d'abord pour le Gatia. Le Gatia, ils sont rentrés. Ils sont ressortis. Il n'y a pas eu un coup de feu. Il y a eu des moments de tension, mais ils se sont compris. Donc je pense qu'on va de l'avant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de dire, bon voilà, nous avons fait un chronogramme, on a fait un forum. Je crois que les fonds ont été mobilisés. Vous avez tel nombre de déplacés à l'intérieur du territoire national. Vous avez tel nombre de réfugiés dans les autres pays. Il faut qu'ils puissent venir. Voilà les conditions qu'on doit poser pour qu'ils viennent. Le HCR doit se mêler. Donc ce qui me manque en termes de vision, que je ne vois pas, une vision à court et à moyen terme, pour aider la crise malienne à se régler, à se résorber. Alors, Monsieur Niang, on parle d'une réelle volonté des acteurs du processus pour l'avancée de la mise en œuvre de cet accord. Mais est-ce que cette volonté est constatée sur le terrain? En réalité, cette volonté est basée sur l'exclusion. C'est-à-dire? C'est-à-dire on donne des dividendes à ceux qui ont pris les armes. C'est pas compliqué. Aussi longtemps que les populations noires ne seront pas comprises dans ça. Et quand vous parlez de population noire, vous parlez de qui?
Les Touaregs noirs Les Touaregs noirs, les Bellas, et la grande majorité, vous n'avez fait que d'aller d'une crise à une autre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a une exclusion ici, toutes les résolutions étaient inclusives, mais cette fois-ci, on parle du gouvernement, de la plateforme et de la SEMA. Ça, c'est une erreur. Et cette validation que cherche et parle du Conseil de sécurité est une autre erreur encore du Conseil de sécurité. Parce qu'on avait dit pour Alger qu'il n'avait pas une bonne compréhension des causes profondes et des relations sous-jacentes. On nous a donné raison. Ici aussi, on va nous donner raison si on met en place les structures intérimaires comme on a vu la loi, le projet de loi, mais c'est une catastrophe. On va vers une catastrophe. Et même le reste du Mali peut aller à la rébellion. C'est-à-dire les risques, le Mali est beaucoup plus proche aujourd'hui de l'émiettement, de la division, de la désintégration qu'il n'a jamais été. Il y a un autre problème qui se pose. Malgré toutes les avancées qu'on note dans le processus de paix. Mais quand vous n'êtes pas dans un système d'équation et que vous prenez une seule équation et que vous essayez d'avancer sur ça, vous partez droit sur le mur. C'est pourquoi on a mis 8 mois pour négocier à Alger. On a mis 9 mois, il n'y a pas de programme. Et on a mis tellement de ressources déjà pour former les FAMA. Et j'ai vu un classement récemment des forces au niveau international. Le Mali est 3e vers le bas, avant le Mozambique seulement et la Somalie. Ça veut dire que toutes ces ressources dont on parle là, aussi longtemps que le Mali n'a pas une force de frappe, aussi longtemps que les femmes ne sont pas fortes pour que les autres s'ajoutent à ça, si nous comptons sur les autres pour soutenir la sécurité, ça ne marchera pas. Mais je pense qu'au même moment, les FAMA sont en train d'être formés, ils bénéficient de certains... Je vous dis qu'ils ont été formés pendant au moins des mois et des mois, mais on vient de sortir un classement, on dit qu'ils sont les derniers sur 125 pays. Bon, cela n'est pas... Si le Premier ministre Modibo Keïta va à Kidal, pour le forum de Kidal, alors que l'administration n'est pas retournée à Kidal, alors que le drapeau malien ne flotte pas à Kidal et qu'il y a d'autres drapeaux qui flottent à Kidal, mais c'est une trahison en réalité. Il faut être clair sur les choses. Il fallait unir les deux groupes ensemble et non pas avoir 3 partis qui s'appellent le gouvernement du Mali, la plateforme et la SEMA. Alors, M. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, est-ce que vous pensez que vous pouvez nous parler de cette exclusion dont parle M. Niang concernant les Touaregs noirs dans le processus de paix? Bon, je pense que... je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une volonté d'exclusion. Parce que vous savez, le processus, l'accord lui-même, si on l'applique dans son Mais quand vous dites qu'il n'y a pas une volonté d'exclusion, est-ce qu'on peut parler d'exclusion? Est-ce qu'ils ont été exclus ou pas? C'est pour dire tout simplement que les cadres est bien défini pour faire en sorte que le processus soit inclusif. Peut-être ce qu'il faut faire en sorte, il faut surveiller le comportement des acteurs. Le comportement des acteurs qui ont tendance, certains, effectivement, à jouer à l'exclusion. Et ça, ce n'est pas bon. Sinon, l'accord lui-même est un accord inclusif. Il donne de la place aussi bien aux signataires qu'à la société civile, qu'à la jeunesse, qu'aux traditions et tout le reste. Maintenant, nous devons veiller ensemble. Je crois qu'il y a une action de veille qu'il faut mettre au devant de tout pour faire en sorte que l'ensemble des couches et l'ensemble des couleurs, puisqu'il a parlé des couleurs, soient impliqués dans ce processus. Je crois que c'est ce qu'il faut. Et moi, je fais partie, personnellement, à un moment donné, et toujours d'ailleurs, qui continue à mener ce combat pour que le caractère inclusif du processus soit préservé. Je crois qu'on est en train, je comprends très bien ce que dit Niang, exactement, je le comprends très bien, je suis d'accord avec lui. Mais ce que je veux dire tout simplement, que cela peut se régler dans le cadre de l'accord, parce que l'accord n'est pas exclusif, il est inclusif. Ok. Alors, le Conseil de sécurité a annoncé l'envoi d'une mission d'évaluation au Mali dans les prochains jours. Alors, Monsieur Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, quel sera le rôle de cette mission? Bon, je crois que le rôle de cette mission, d'abord, d'abord, nous attendons, si possible, son rapport, ou je ne sais pas, et en tout cas, il doit y avoir des orientations pour nous permettre d'avancer. Surtout, il doit y avoir des solutions par rapport aux facteurs de blocage dont on a parlé. Par exemple, on a parlé des sous-équipement des forces de place, on a parlé des questions de ressources, on a parlé également de tous les mécanismes que la partie internationale, les moyens qu'elle doit mettre en œuvre pour faciliter les choses. Parce que, comme je l'ai dit, l'accord, c'est la partie d'accord. Mais l'accord, je l'ai dit, c'est un coût. Je le répète tous les jours, ça a un coût. Ça a des ressources. On a besoin de viabiliser des sites, on a besoin de prendre beaucoup de choses à charge. Et ça, ce n'est pas le gouvernement qui peut le faire seul.
Certes, Daniel, selon vous, quel doit être le rôle de cette mission d'évaluation? Non, la mission ne vient pas les mains vides de toutes les manières. Vous savez que, je parle sous le contrôle de M. Ousmane Mohamed, et je crois que c'est le 9 ou le 10, vous avez une réunion du conseil du comité de sécurité et de l'accord. Donc forcément, je vous ai dit tout à l'heure, le responsable des forces Barkhane est là, celui de la MINUSMA est là également. Donc forcément, ça va probablement donner sur quelque chose en termes de visibilité. Mais très rapidement, je voulais revenir sur ce que disait le professeur Niang. Vous parlez de l'association, en fait, Campus, je crois 15 notamment, qui n'a pas encore sa place dans l'accord. Je crois que Ousmane a dit tout à l'heure, c'est en train d'être réglé, mais je ne suis pas sûr que nous voyons tout de suite le bout du tunnel. Donc effectivement, tout le monde n'est pas représenté. Mais cela dit, vous avez des troupes d'autodéfense sédentaires qui sont dans les deux parties, c'est-à-dire dans le comment ça s'appelle, au sein de la plateforme et au sein de la SEMA. Je vous vois sourire, c'est vrai qu'il ne représente pas grand-chose, mais pour la photo, c'est quand même la photo arc-en-ciel. Moi, je reste persuadé, parce que je ne peux plus faire du reportage. Pour moi, un journaliste, aujourd'hui, ne peut plus faire du vrai reportage dans le nord du Mali. Parce que quand nous, on y allait, on allait seul. Aujourd'hui, pour qu'un journaliste se rende là-bas, il faut qu'il rentre dans un avion de Barkhane ou dans un avion de la MINUSMA. Vous allez là-bas une journée, 2 jours, vous repartez, vous ne voyez rien du tout. Mais moi, ce que j'ai vu, ce que je sais de cette partie du pays, c'est qu'il y a une réelle volonté des habitants de vivre ensemble. Si vous allez à Bamba, par exemple, là où on fait du tabac, vous savez, quand les islamistes sont venus, ils ont tout cassé, tout rasé. Les gens vous appellent de Bamba, les gens vous appellent de Tombouctou, d'un peu partout, pour vous dire, nous voulons vivre ensemble. Il y a cette volonté de vivre ensemble. Qu'on soit noir, blanc, il y a des problèmes, ça c'est sûr. Parce que même moi, parfois, j'ai eu quelques problèmes, je vous dirai, à cause de ma couleur de peau. Mais il y a cette volonté de vivre ensemble. Et je crois que les gens vraiment, véritablement veulent aller vers la paix. Peut-être que le gouvernement malien a une part de responsabilité dans ce qui se passe. Monsieur Niang, vous êtes... moi, je suis parfois peut-être diplomate en disant les choses, je ne le dis pas brutalement. Le gouvernement malien a une responsabilité dans ce qui se passe dans le nord du Mali, parce qu'en termes de visibilité, moi j'ai vu par exemple une déclaration terrible la dernière fois, des populations qui ont dit, voilà, dans ce pays, pour être respecté, il faut prendre les armes. Parce que justement, ces populations ont demandé à être reçues rien que par le gouvernement, rien que par une autorité gouvernementale. Et ces populations ont attendu, et attendent depuis 6 mois pour être reçues par une autorité de son pays. C'est-à-dire, nous sommes habitants du nord du Mali, nous sommes déplacés, nous voulons rencontrer une autorité, on ne peut pas les rencontrer. Donc, il y a ce sentiment d'abandon et ça, d'exclusion justement, et ça, c'est de la responsabilité. Alors, le Conseil de sécurité était là pour faire le constat de toutes ces avancées. Alors, Monsieur Niang, après cette visite, à quoi les Maliens peuvent s'attendre du Conseil de sécurité? Pas grand-chose. D'abord, les ressources financières ne viendront pas. La crise frappe tout le monde. Aujourd'hui, la France est en croissance zéro. Pour ceux qui ont regardé le salon, quand le président François Hollande visitait, mes cousins Peul, donc les éleveurs, ont tenté de lui lancer des bouches de vache. Parce que simplement, ils sont dans une situation où des gens se suicident. Et il y a des familles maintenant qui abandonnent leur foyer et retournent chez leurs parents parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Donc, en réalité, il faut être réaliste. Tu ne peux pas compter toujours sur les gens pour ton développement économique et pour ta sécurité. Il faut que tu sois à mesure de le faire. Et le Mali a 10 mines d'or, 11 mines d'or, 12 mines d'or aujourd'hui. Le Mali est capable de financer un système de défense stratégique de nation et on a fait des propositions concrètes dans ce sens-là. Et puis ce qui a été dit, le Conseil de sécurité dans la leçon 22-27, quand ils vont faire l'évaluation, c'est pour renouveler le mandat éventuellement. Ils vont répéter la clause de prééminence de l'initiative du Mali et de la responsabilité du Mali dans l'action. Ils ne feront jamais quelque chose. Prendre la tête de ton lion, nous allons prendre la queue et les pieds. Oui. Mais ici, si vous voulez tout laisser aux autres, ça ne marchera pas. Monsieur Mohamed Ousmane Agmohamedoun, en quelques mots, est-ce que vous êtes optimiste après la visite du Conseil de sécurité quant à l'avancée du processus de paix? Bon, en même temps, je suis d'accord avec Niang qu'il ne faut pas attendre que tout vienne des autres. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais au moins, je crois qu'on est dans un partenariat. Mais pensez-vous que la visite du Conseil de sécurité va faire bouger les choses? Je pense. Nous sommes dans un partenariat et nous avons pris chacun des engagements. Et je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se dise les vérités pour évaluer quel est le niveau d'exécution des engagements des uns au cas par cas. Et c'est ce qui me donne de l'espoir. Je pense que chacun va faire en sorte que ces engagements soient honorés. Sinon, est-ce qu'on va se regarder dans une année encore? C'est la question que je vous. Donc c'est ce qui me rend optimiste. Je crois qu'on a besoin de bien se regarder dans une année et c'est pourquoi chacun doit faire en sorte que
vraiment il s'acquitte au mieux de ses engagements, à bon élève. Alors, c'est ce qui met fin à ce débat. Je rappelle qu'on parlait de la visite de 2 jours du Conseil de sécurité de l'ONU au Mali. À quoi les Maliens peuvent s'attendre après cette visite? Alors, pour débattre de cette question, nous avons dans ce studio M. Serge Daniel, journaliste écrivain, le professeur Abdoulaye Niang, directeur du Centre Séné, et au téléphone, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun de la CEMA. Mohamedou Touré vous a présenté ce débat à la mise en onde, Seydou Simo, et à la régie vidéo, Mamadou Ouattara. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.